Je laisse passer. Donc, l'altérité, les différents aspects de l'altérité, le refus. Alors, il y a deux catégories. Vous me laissez tranquille. Alors, il y a deux catégories, pour simplifier. Hein. Il y a ceux qui. Déjà, je balise un peu, mais enfin, tant pis. Il y a ceux qui refusent qu'on mette en avant des différences. Et il y a ceux qui refusent la différence. Enfin, il y a une différence, mais je ne veux pas préciser davantage. Donc il y a deux comportements au contraire. Personne qui affirment leur différence, ouais. et ceux qui disent voilà, bon, on ne peut pas accepter les gens qui sont différents. Il y a ceux qui disent on ne peut pas accepter les gens différents, et ceux qui disent on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont différents. Ah ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut avoir une problématique d'altérité, une pathologie de l'altérité, soit dans le sens du refus de la différence, soit dans le faire des préjugés dus au mythe de l'égalité. Les 200-300 ans qu'on nous dit que tout le monde est l'égal de l'autre, en droit, mais aussi plus qu'en droit, puisque finalement certains pensent que c'est pas qu'en droit, que c'est en tout, que tout le monde peut faire tout, pour courir aussi vite que l'autre, que tout le monde est capable d'ingénieur, et l'autre, vous voyez, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit petit, soit grand. C'est un petit peu le contraire de la discussion de la dernière fois. La dernière fois, on réfléchissait sur l'essentialisme. Disant, voilà, on est comme ça et on fonctionne comme ça. Là, je parle plutôt de l'existentiel. C'est-à-dire, quelles sont les raisons existentielles et historiques dans la vie d'une personne qui l'amènent à avoir ces positions. Des préjugés sur l'égalité, je vois pas de... Mais d'où ça vient? Quels sont les... Ça vient de l'enseignement des Lumières et de la République, hein, je dirais. En première vue, comme ça, peut-être. Bon, on va essayer de prendre le problème autrement. Vous avez un ensemble. Je veux pas vous mettre trop sur la voie. Vous comprenez, ma stratégie, c'est pas de vous dire voilà la solution. Parce que vous voyez, notre truc, c'est de ne pas donner la solution à l'avance. Ben, ce qu'ils pensent, c'est en adéquation avec la solution la plupart du temps. On va essayer d'arriver à ce que vous pensez, mais j'ai un peu de mal là. Mais si, c'est un exercice de voyance, d'empathie. Mais je donne aussi des indices. Mais je ne veux pas donner des indices trop précis. Il y a juste un dosage, c'est ça le problème. Par exemple, vous avez un ensemble. Et si quelqu'un menace de casser cet ensemble, donc vous êtes un ensemble de facteurs contradictoires dans votre histoire. Et vous voyez que cet ensemble, que vous avez construit, il est menacé par les discours, par l'analyse. Voilà. Quels sont les gens qui sont dans cette situation, Jean-Paul? Mais j'ai ce qu'il faut. Il y a trois catégories de personnes pour vous aider. Il y a trois populations qui sont particulièrement fragilisées et vulnérables par rapport à cette question de l'altérité. Oui, j'ai ce qu'il faut. Donc, ne prenons pas les... Bon, vous dites c'est en aval, mais en amont, qu'est-ce qui fait qu'en amont, qu'est-ce qui fait que dans l'histoire de certaines personnes, on en a cité. Bon, tout à l'heure j'ai donné une piste dans la discussion. Vous savez, j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit à propos des gens qui m'avaient attaqué sur le fait de distinguer les hommes et les femmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais déjà donné une clé. Ouais. Je ne vous souvenez pas de ce que j'ai dit? C'était probablement des homosexuels. Oui. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel? Oui, il a un côté féminin. Non, l'homosexuel, c'est qu'il veut pas qu'on distingue. Ouais, il veut pas qu'on distingue. Voilà. Donc lui, son équilibre, c'est quand il considère qu'il y a un passage, qu'il y a une égalité entre les deux. Ouais. Un passage. Donc si vous dites qu'il n'y a pas de passage, il le prend en pleine gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, alors il y a la situation inverse. Donc ça, c'est la catégorie de gens qui disent « je ne supporte pas qu'on distingue ». Parce que ça me casse. Mais quelle est la réaction inverse? Parce que par rapport à un même phénomène, il peut y avoir deux comportements opposés chez la personne. Tout distinguer.
L'opposé, c'est qu'ils veulent toujours tout distinguer. Qui ne voient Oui, pas l'essentialité. c'est ça. Alors, à quel genre de... Oui, alors, c'est ça. Alors, donc, soit ils veulent ne rien distinguer, soit ils veulent tout distinguer. Oui, mais pourquoi ils voudraient tout distinguer, puisque ça leur ferait du mal de tout distinguer, si on reste dans la logique de ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc, non, c'est pas ça la bonne solution. Alors, admettons que, par exemple, vous ayez un problème d'identité. Ouais. Vous avez deux façons de le résoudre, le problème d'identité. Soit sexuelle, vous parlez Comment là. Sexuelle. Non, sexuelle entre autres. Il n'y a pas que l'identité des homosexuels, il y a d'autres catégories d'identité. Par exemple, Philippe, il a un problème d'identité raciale. Ah oui, raciale. Oui, non mais c'est aussi une catégorie. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui fonctionne sur plusieurs appartenances, il ne supporte pas qu'on commence à dire il y a les uns comme ci, les uns comme cela. Ouais. Parce que ça le casse dans son identité globale. Voyez-vous ? C'est une façon de comprendre le comportement de Philippe. Voyez-vous ? Ou l'immigré, par exemple, qui est entre deux populations et qui, lui, dès qu'on commence à vouloir distinguer quoi que ce soit, il a l'impression, comme lui, il est entre deux chaises, il le vit mal. Mais il y a la catégorie inverse. Parce que je vous ai abordé ce premier sujet que j'ai déjà abordé avec René Louis. Mais laquelle est la catégorie inverse, par exemple, de gens qui sont issus de l'immigration, mais qui, eux, au contraire, sont plus royalistes que rois et sont hyper nationalistes, par exemple. Comme Zemmour, comme Finkielkraut, par exemple. Ah, ils ne veulent pas du tout distinguer. Si, ils veulent distinguer. Il y a les Français et puis il y a les autres. Voilà, oui. Donc, non, ils veulent distinguer, eux. Ils veulent distinguer. Mais, psychanalytiquement et psychologiquement, ils adhèrent à la... qu'est-ce qui se passe au niveau de leur moi? Donc, soit, c'est parce que c'est un conflit intérieur. Soit le conflit intérieur est résolu par... Je ne devrais pas vous mettre sur la voie, mais enfin, apparemment, bon. Soit il est résolu par une solution irénique, soit il est résolu par une solution dialectique et même polémique. La même situation peut être résolue de deux façons opposées. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je ne vous dis pas encore. Vous voyez pourquoi ça peut être opposé? Le rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme rapport à soi-même? Le rapport à soi-même. Bah oui, on peut s'entendre bien avec soi-même. On peut accepter la diversité intérieure, ou bien Ou bien on peut ne pas l'accepter. oui, et quand on n'accepte pas, à ce moment-là, il y a une partie de soi-même qu'on rejette. Voilà. Et à ce moment-là, ça aboutit au rejet. Ouais. C'est ça le truc. Soit on cherche à harmoniser, et à ce moment-là, on ne veut pas qu'il y ait de coupure, soit on est dans un rapport de détestation et diabolisation d'une partie de soi-même, et à ce moment-là, on rejette celui qui n'appartient pas au groupe. D'accord. Voilà les bonnes réponses qu'il fallait donner, Jean-Paul. Et maintenant, une fois que vous avez donné les réponses, vous direz mais bien sûr, mais évidemment, pourquoi j'ai pas trouvé? Voyez-vous, donc c'est pas être voilà. Donc finalement, dès que quelqu'un a un rapport soit excessif dans le refus de distinguer, soit excessif dans sa façon de distinguer, on est dans les deux cas dans des formes de pathologie identitaire de l'altérité. C'est-à-dire, soit je veux à tout prix maintenir ma différenciation intérieure, soit je la rejette. Et donc on a deux populations complètement différentes, mais qui finalement découlent d'un même syndrome. Et eux, c'était quoi leur... C'est parce qu'ils semblaient être homosexuels, c'est pour ça, c'est ça le... Moi, je pense que dans le... Bon, alors vous avez donc 3 catégories. Alors peut-être, maintenant, vous pourriez peut-être me proposer d'autres catégories que celles que j'ai citées. Les homosexuels, les immigrés, les métis. Est-ce que vous en voyez d'autres? Les femmes, non? Comment? Les femmes? Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont, les femmes? Les femmes, elles sont des femmes. Ouais. Mais sauf qu'on pourrait dire éventuellement, les femmes qui sont
masculinisé par une certaine idéologie. Enfin bon, on pourrait rentrer dans ce genre de situation. Mais pour moi, effectivement, j'ai réfléchi depuis hier, je pense qu'on ne peut pas les expliquer leur comportement autrement que par l'homosexualité. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils passent à l'acte au niveau sexuel, mais je ne peux pas expliquer autrement cette espèce de répétition comme ça, misogyne, fasciste, etc. Ça ne peut pas ne pas correspondre à ce genre de profil, de pédigré. Si vous avez une autre explication. D'ailleurs, moi j'aurais dû leur dire ça. J'aurais dû leur dire, mais de toute façon vous parlez comme de. Moi la prochaine fois, d'ailleurs, si je rencontre des gens de situation comme ça, moi je dirais, pour moi la misogynie. Alors on va changer de sujet, mais qu'est-ce que la misogynie à votre avis? Qui est misogyne? Est-ce que on va prendre le point. Est-ce que les misogynes sont ceux que l'on croit? Est-ce qu'il y a par exemple des gens qui ne croient pas être misogynes et qui le sont? Oui, ceux qui défendent trop les femmes, d'une certaine manière, ils sont misogynes. Ouais. Ils ne reconnaissent pas en voulant trop les assimiler, trop les égaliser avec l'homme, ils les nient d'une certaine manière, on va dire ça. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous dites qu'il y a une égalité entre A et B, vous niez que l'identité spécifique à A ou à B. Donc, quelque part, c'est une misogynie. Parce que vous niez l'essentialité de l'autre. Et la deuxième possibilité d'être misogyne, sans le savoir, eh bien, c'est de se servir de la femme. Si je fais des gosses à une femme, je suis dans une forme de misogynie, puisque je la traite comme une machine à faire des gosses. Et c'est pas mal comme argumentation. Je sais pas si ça leur aurait plu, mais bon, je pense pas qu'ils auraient bien aimé. Mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, alors, mais par exemple, le fait de se servir d'une femme, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, le rapport à votre propre corps. Parce que si on admet que la femme, fait partie, est un prolongement de notre corps, puisque c'est elle qui fait aboutir quelque chose qui vient de nous, donc elle est un prolongement de notre corps. Donc, les deux font un tout. Oui, on pourrait même se demander si, dans une sorte d'androgynat, la femme ne faisait pas partie de à l'origine, apparemment, c'était un androgyne qui s'est séparé. Oui, donc on pourrait aussi aller dans cette direction, mais même sans aller aussi loin, en tout cas, quelque part, la femme... Au départ, il le créa homme et femme, et ensuite, il tire la femme de la côte, ça veut dire que déjà, le principe féminin, il est dans l'être. C'est Adam, mais Adam, après, il s'est séparé en deux, d'une certaine manière. Oui. Ça veut dire ça. Oui, non, mais je vous laisse le dire, mais c'est un débat que j'ai déjà abordé autrement et je ne veux pas compliquer les choses à ce niveau-là. Mais en revanche, si on rentre dans cette métaphore, le rapport que vous avez avec votre propre corps, quelque part votre corps, c'est votre élément féminin. Et par rapport à l'âme. Oui. Oui, l'âme, le corps serre l'âme. Oui. Donc il est déjà et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux formes d'androgynat. Enfin, il serre l'âme dans un état normal, mais la tendance à la déviation, justement, le combat de l'homme, c'est qu'en fait c'est le corps qui s'approprie l'âme, et l'âme, les choses sont inversées. C'est pour ça qu'il faut, par la religion, sortir d'un certain élément et regagner l'équilibre. Parce qu'en fait, il y a une tendance à ce que le corps veut prendre sur le corps veut prendre sur l'âme. Non, mais sans aller jusqu'à ces considérations métaphysiques, de toute façon, par exemple, on va prendre des choses très simples. Il peut y avoir une maltraitance de son propre corps. Oui, il y a des personnes qui ont des problèmes. Non, mais même quand par exemple, vous mangez trop, par exemple. Oui, qui ont des problèmes de... si vous abusez d'alimentation, vous surchargez, vous saturez votre corps. Il y a plusieurs problèmes avec les drogues, avec mais même la suralimentation est une forme d'abus qui peut provoquer une réaction. Oui, bien sûr. De la même façon que si vous abusez de la femme, aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi identifier la femme comme un élément de notre rapport à notre corps.
Café, chocolat. Et là aussi, donc, il y a un problème de misogynie. Quelqu'un, par exemple, qui maltraite son corps, il est d'une forme, il est misogyne. Moi, j'ai inventé un mot, c'est le mot maisonné. Maisonné. Maison. Ouais, mais allez, ouais, je vois, Bail. La maisonnée, on le trouve d'ailleurs dans les 10 commandements. Les gens qui sont dans ta maison, etc. La maison. La maisonnée, c'est ceux qui composent la maison, justement. C'est Oui. toute la famille et les servants. Et... Oui, les animaux même, etc. Voilà, bon. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, mais qui sont autour de l'homme. C'est pas l'homme à proprement parler. C'est des prolongements, des compléments. C'est une sorte de satellite. De satellite. Du chef de la maison. Voilà. Donc on peut inclure la femme dans la maisonnée. Ah, bien sûr, elle est incluse, c'est la matière, la mère de la Mais maison. au même titre que votre propre corps. Hein? Donc il y a deux. On va rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'androgyna. Il y a deux formes de. Enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, mais c'est normal. Vous pouvez. Il y a un androgyna entre la tête et le corps qui n'inclut pas la femme. Votre corps, voilà, votre corps. Mais il y a un androgyna qui ajoute aussi la femme. Donc c'est un androgyna de l'androgyna. C'est-à-dire que c'est un deuxième androgyna, si on peut dire. C'est-à-dire que vous êtes déjà androgyne même sans la femme. Dans votre rapport entre l'âme et le corps, il n'y a pas besoin de la femme. D'accord ? On peut même parler de votre corps comme un élément féminin, mais l'élément féminin, c'est pas forcément la femme. Et donc dans le premier chapitre de la Genèse, la discussion du masculin et féminin ne renvoie pas forcément à l'homme et à la femme, mais au masculin et au féminin. Et le problème de la femme, il apparaît au deuxième ou troisième chapitre. Donc autre chose. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas uniquement ce. Bon. Alors à partir de donc finalement la question de la femme s'inscrit dans le rapport à la maisonnée par opposition au maître. Donc être misogyne, on pourrait employer une expression plus globale, miso-maison, miso-domus, miso. Oike, enfin bon, peu importe, c'est quelqu'un qui abuse de son rapport à ces éléments fonctionnels subalternes. Regarde un peu le quiproquo. Il n'y a rien à voir. Donc finalement, par exemple, si le type, par exemple, vous parlez à quelqu'un qui est obèse, il s'inscrit dans une forme de misogynie. Si vous considérez que la misogynie, ça englobe la totalité de notre rapport avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui peut nous compléter. Il y a un abus de ce qui nous complète. Et donc c'est une façon d'élargir le champ de la misogynie. Soit, comme vous disiez, parce que je nie l'autre, en voulant lui dire, si je dis toi tu es comme moi, je nie que tu es différent. Donc de même que par exemple si vous dites à un juif, vous savez qu'il y a aussi plusieurs formes d'antisémitisme. Il y a plusieurs façons d'être antisémite. On peut être antisémite à la fois en disant les juifs sont comme nous, ou au contraire en disant ils ne sont pas du tout comme nous. Dans les deux cas, est-ce que vous pensez que c'est de l'antisémitisme? Sous des formes, ce que vous dites vous-même, c'est vous-même qui l'avez dit, nier que l'autre soit différent, c'est une forme de rejet de l'autre. Et affirmer qu'il est différent, c'est finalement plus sain, d'une certaine manière, que le refus de la différence. Donc finalement, l'homosexuel qui insiste sur le refus de la différence, est-ce qu'il n'est pas, d'une certaine manière, dans la misogynie? C'est-à-dire qu'il nie le facteur féminin, il nie que le facteur féminin a une autonomie, une spécificité par rapport au masculin. Donc il est mis. Donc c'est pour dire que quand on est attaqué de misogynie, on peut répondre. Ouais, mais à eux, pour expliquer tout ce que vous avez développé là, je ne sais pas si ça va, si vous allez arriver au bout avec ce genre d'individus qui sont un peu bornés. Alors justement, à ce propos,
pour terminer notre entretien, on revient sur la parabole. À quoi sert la parabole, à votre avis? Une parabole. Oui. Vous n'avez jamais participé à une discussion sur la parabole? La parabole, c'est révéler la chose tout en la cachant. Non, mais attendez, quelle est la fonction de la parabole? Enfin, d'instruire. D'instruire, mais d'une manière à faire réfléchir. Alors là, justement, il y a un débat. Justement, j'avais fait pas mal d'enquêtes là-dessus dans le groupe. Il y a deux lectures. Alors, je sais pas, vous n'aviez pas répondu à cette La question. parabole, c'est comme une graine qu'on met dans la personne, dans son intelligence, pour qu'il travaille et qu'il arrive à la faire fleurir, on va dire. Et qu'il trouve les différents sens. Parce qu'il y a 7 sens différents dans les paraboles chrétiennes, mais dans les paraboles, donc après, il faut qu'il travaille et selon sa nature et ses capacités, il pourra en comprendre tous les sens. Ou le sens le premier, le sens littéral. En principe, ils comprennent tous au moins 2-3 sens, mais pour comprendre les 7, le agagonique, je crois, là, le dernier, là, je crois que c'est le mot, mais je ne plus un niveau, mais c'est très complexe, ça. Il faut, d'une certaine manière, il faut même dépasser la raison. Là. C'est pas ce qu'on appelle l'homélie, parce que dans le monde juif, il y a 4 niveaux. Il y a le pshat, le sod. Alors le pshat, c'est le sens simple, le sod, c'est le sod secret. Et entre les deux, il y a l'homélie ou la paraphrase, enfin bon, peu importe, il y a plusieurs choses. Le sens littéral, au départ, et le sens moral, ces deux sens. Il y a le drash aussi, il y a le commentaire. Bon. Ces deux sens-là, en principe, tout le monde peut les comprendre, et après, il y a les autres sens, les 5 autres, qui sont plus. Bon. Mais bon. Enfin, chez les juifs, il y en a 4, bon, peu importe. Oui, mais en tout cas, je ne serai pas d'accord avec votre définition, parce que c'est celle qu'on entend le plus souvent. Moi, je prends la position inverse. Qu'est-ce que c'est que la position inverse de la vôtre sur la parabole? La fonction de la parabole ne serait pas ce que vous dites, mais ce serait le contraire. Bah, ne pas instruire alors. Comment? Mais écoute, je vais te dire un truc. De tromper, je sais pas, de ne pas instruire la personne. Non, le sens inverse, c'est de rendre le discours plus accessible. Voilà, c'est possible. Donc je le savais d'avance. Alors, j'ai utilisé plusieurs paraboles dans mes discussions, par exemple la parabole du facteur. Facteur. Le messager. Il y a l'expéditeur, le messager, le message et le destinataire. C'est une parabole. Mais quand vous parlez de ça, les gens ils comprennent quand vous leur dites ça. Si vous leur parlez de Jésus ou de Moïse, ça devient un peu plus compliqué. Donc la parabole, c'est une façon au contraire de parler un langage accessible, de traduire dans un langage vulgaire, je dirais presque banal, de tous les jours, comme le bon grain livré. Ne me dites pas que c'est quelque chose d'abstrait de parler du bon grain livré. Bon, alors donc vous avez tort, encore une fois. Le bon grain livré, après il explique la parabole. Non, mais le bon grain livré, il n'y a pas de parabole, c'est une façon de parler de choses simples. Un jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il désherbe, etc. Bon, le type il dit ah bon, je comprends. Et après vous leur dites bon, maintenant, imaginons, imaginez Hitler qui dise bon, d'accord, ben alors les Juifs c'est l'ivraie, donc il faut s'en débarrasser. Voyez-vous, donc on bascule après. Mais dans un premier temps, vous faites déjà accepter la parabole par la personne. Et après, elle est piégée, parce qu'après, vous allez appliquer la parabole à des situations plus ou moins plus complexes, et après, elle va dire, ah bah oui, c'est pareil. Donc en réalité, oui, mais justement, donc la parabole, c'est quand même une accroche hyper simple, vous mettez donc par exemple, vous pourriez effectivement, c'est ce que faisait Jésus, pour bien se faire comprendre, c'est pas pour entrer dans un mystère, je ne sais quel mystère, c'est au contraire pour bien se faire comprendre, il emploie une parabole. Tout à l'heure vous me disiez, qu'est-ce que vous auriez pu répondre à vos adversaires? Ben, il faut répondre par une parabole, par exemple. Oui, voilà, prenons tel et tel, on leur expliquer un truc très simple, qui est complètement dédramatisé par rapport au débat que vous avez. Ils vont accepter votre exemple, votre parabole, et après, vous les coincez. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que la parabole, c'est pas du tout une complexification. C'est au contraire une volonté de passer au ras des pâquerettes, à la limite. Dans les évangiles et dans les choses religieuses, les paraboles, elles sont expliquées, mais si on ne les expliquait pas, est-ce que les gens les trouveraient toutes? Mais bien sûr, la parabole des oliviers, la parabole de je sais pas quoi, la parabole du... Mais non, mais au contraire, c'est des choses de la vie quotidienne, c'est des choses... Les filles de Lot. Non, mais au contraire, c'est des choses extrêmement simples.
Non. Alors justement, ça nous renvoie à une autre question qu'on va aborder pour terminer. C'est dans quel cas faut-il parler un langage? Jusqu'à minuit. Comment? Jusqu'à minuit. Je peux laisser mon sac là? On surveille, on surveille. Dans quel cas faut-il faire un effort de communication? Quand quelqu'un vous dites « Ah, je ne vais pas pouvoir parler comme ça parce que ça ne va pas passer ». Par exemple, admettons, vous rencontrez une femme, par exemple. Ça vous arrive? Enfin, imaginons que Jean soit une femme, par exemple. Bon, peu importe. Est-ce que vous allez lui parler comme si c'était un homme? Est-ce que vous dites « Non, attendez, il va falloir que je parle autrement ». Est-ce que je fais... Moi, avec les gens, je parle homme ou femme, je parle à peu près pareil. Ah bah oui. C'est peut-être une erreur. Oui, oui, c'est une erreur. Oui. Pas une question uniquement de sexe, mais même de niveau de langage. Bah, vous ne parlez pas avec tout le monde de la même manière quand même. Non, ça dépend la femme sur quoi on parle, mais c'est vrai que je chante oui. Enfin, Alors je vais vous employer une parabole. Je vais vous envoyer une parabole, Jean-Paul. Vous allez en Angleterre, par exemple. Est-ce que vous n'allez pas changer de langue et de monnaie? ah oui. Bon, voilà. Donc, voilà une parabole. Parce que là, vous dites, bah oui, effectivement. Il n'est pas venu. Pardon, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, je ne vous ai jamais rien offert. Vous n'êtes pas diabétique. Non, ça va aller. C'est Merci. quelque chose qu'on m'avait donné pour mon anniversaire, mais j'ai pas envie de le manger. D'accord. Bon, bah, très bien, madame, je suis très touché, je ne donne pas votre prénom parce que... Gâterie. Voilà, je le ferai pas partager aux autres peut-être éventuellement. Ne vous inquiétez pas, je vais en profiter. Valentin ne vient pas, c'est ça. Je sais pas, il fallait que je l'appelle pour savoir parce que. Et en plus, voilà.